Salut à tous, je vais parler aujourd'hui de Joe Matt. Joe Matt, c'est un auteur américain qui s'inscrit dans la grande tradition de la BD américaine de l'autobiographie, donc on peut dire que c'est une sorte d'héritier de Robert Crumb, d'ailleurs lui-même s'en réclame. Et il s'y inscrit d'autant plus qu'à la fin des années 80, Joe Matt a déménagé à Toronto, où il a rencontré et influencé par son travail d'autobiographie deux auteurs canadiens, Chester Brown et Seth, qui sont eux aussi publiés chez l'éditeur Drown et Quarterly, et qui s'inscrivent comme Joe Matt dans cette génération d'auteurs underground qui ont fait de l'autobiographie. Et c'est d'ailleurs assez marrant de les voir tous les trois dans les BD de Joe Matt et voir leur interaction. Et comme dit Seth dans une interview, en fait le truc c'est qu'à l'époque il y avait tellement peu d'auteurs de BD que si tu habitais dans la même ville qu'un autre auteur de BD, en fait ça t'amenait forcément à devenir ami avec lui, qu'il y ait ou non une vraie affinité à la base quoi. Et un des trucs que j'adore chez des auteurs comme Crumb ou Joe Matt, c'est leur honnêteté radicale dans leur bande dessinée, à quel point leur regard sur eux-mêmes est complètement cru et sans concession, et qu'on sent bien que c'est des gens qui ont passé beaucoup de temps à se détester aussi, parce qu'ils ont une manière de se dessiner qui est vraiment impitoyable quoi, et on ressent tous parfois certains jours des moments où on va se sentir moche, on va se sentir pas beau, pas bien dans notre corps, pas à l'aise, on va avoir du mal à se regarder dans la glace et tout ça, et ben c'est comme si vous preniez ce moment-là, ce sentiment-là que vous avez par rapport à vous-même certains jours, et que vous le retranscriviez directement sur le papier pour vous représenter, et qu'à partir de cet avatar que vous vous êtes créé, et ben vous allez mettre en scène, raconter de manière très littérale les moments où vous êtes les plus minables, les moments où vous êtes le plus dégueulasse, vous allez le raconter très directement, vous allez aussi exposer toutes vos pensées interdites et tabous, et les donner à lire à n'importe qui, et notamment à vos proches qui vont lire vos bandes dessinées, vont voir de quelle manière vous les mettez en scène, et de quelle manière aussi vous racontez l'intimité que vous pouvez avoir avec eux, et de tous les problèmes que ça peut engendrer quoi, et aussi de quelle manière ça va modifier et structurer les relations que tu vas avoir avec les autres et les relations que tu vas avoir au monde, et tu risques aussi d'entretenir cette vision terrible que tu as de toi-même et de te dépeindre, parce que même si c'est de l'autobiographie très honnête, tu choisis quand même les moments clés que tu décides de raconter, et que si tu fais comme Joe Matt et que sur une journée que tu vas raconter dans ta BD, tu vas uniquement garder les scènes où tu es caractériel, où tu es de mauvaise foi, où tu es hypocrite, où tu as un comportement nul, on peut s'interroger et se demander si ça a vraiment un effet thérapeutique ou au contraire si ça alimente une certaine haine de toi-même quoi. Et donc cette honnêteté radicale qui s'inscrit souvent dans un truc extrêmement sombre, c'est quelque chose que moi j'adore lire en bande dessinée parce que justement t'as accès à une espèce de journal intime de la personne, et que même si j'aime bien par exemple les BD de Lévi Strondheim, Les Petits Riens, où il raconte des petites anecdotes de sa vie, justement comme dit le titre, il raconte plus quelque chose qui est de l'ordre du banal, sur lequel il va mettre un petit projecteur le temps d'une page, où il n'y a pas un truc sombre comme moi par exemple j'adore les BD de Riyad Satouf, qui est pour moi l'auteur français qui s'inscrit vraiment très fortement dans cette manière américaine de faire de l'autobiographie radicale, où on va de nouveau retrouver un auteur qui va raconter les moments où il est minable, qui va se caricaturer de la manière la plus inavantageuse possible. Dans un autre genre, j'ai envie de vite citer les BD de Mathieu Sapin, dans lesquels il va aussi se mettre en scène via un avatar, etc. Mais plus dans une position de journaliste, parce que c'est des BD où il va raconter son quotidien avec François Hollande, et une autre BD sur Gérard Depardieu. Et donc dans ces BD, en fait, il va se dessiner comme étant minuscule par rapport aux personnages politiques et aux stars qu'il fréquente. Je suppose que c'est pour se mettre en retrait, pour aussi mettre en valeur les personnes dont il parle, et donc ça donne un sentiment qu'il cherche de la modestie, mais aussi presque une neutralité journalistique, comme ça j'ai l'impression, je sais pas. En tout cas je trouve que se dessiner de cette manière-là, comme une petite mouche, un petit insecte qui vient s'introduire dans l'intimité de quelqu'un de manière presque inopinée comme ça, c'est un mélange d'autobiographie et de biographie en même temps, parce qu'il raconte lui directement comment il a vécu avec quelqu'un pendant un certain temps, et je trouve que c'est une manière de se dessiner, c'est aussi une forme de manière de se rabaisser, et donc là il le fait au profit de quelqu'un d'autre, mais contrairement aux auteurs dont j'ai parlé avant, il y a un côté modeste de cette manière de se dessiner qui ressort et qui m'agace un peu. Et comme par exemple Christophe Blain, lui aussi, il a fait une BD où il passait un certain temps avec un chef cuisinier parisien et où il se mettait en scène, mais aussi beaucoup en retrait dans cette BD comme Mathieu Sapin, sauf qu'il ne s'est pas dessiné comme étant un petit rat à côté de la star de la cuisine quoi. Et donc Christophe Blain dans cette BD il n'a pas eu besoin de se rabaisser pour mettre en valeur la star, contrairement à Mathieu Sapin, mais c'est une manière de se désavantager dans sa propre histoire. Je préfère largement la manière dont c'est fait par les autres auteurs que j'ai cités avant, parce qu'il y a un parti pris plus puissant qui ne cherche pas de la modestie ou quoi que ce soit, on s'impose dans toute sa laideur, dans toutes ses angoisses, dans toute sa névrose, et c'est ça que j'adore dans ces BD là quoi, que c'est l'inverse de quelque chose de lisse en fait, et que je trouve que c'est pas étonnant que la BD soit un terrain assez propice pour que les auteurs fassent de l'autobiographie, parce qu'il y a justement ce côté journal intime du fait qu'il suffit de prendre un carnet ou une simple feuille de papier pour pouvoir exprimer son intimité, donc avec une très grosse économie de moyens, et qu'aussi que le métier d'auteur de BD peut être quelque chose d'assez solitaire si on ne travaille pas en atelier, etc. Au plus du fait que c'est un type de métier assez propice pour les introvertis, et que parfois ce besoin de faire de l'autobiographie très analytique sur soi-même et tout, ça vient peut-être aussi d'un manque de la part de certains auteurs de pouvoir s'exprimer, se confier à des personnes proches, ou aussi de ne pas avoir l'argent pour aller voir un psy par exemple. Il y a un autre truc par rapport à tout ce qui est de l'ordre du journal intime, de faire une BD
autobiographiques. C'est le fait que dans ces BD là, quand c'est pas une narration externe avec des encadrés, comme on peut avoir chez David B par exemple, certains auteurs font parler leur avatar tout seul, parce qu'il va beaucoup s'adresser directement au lecteur, ou alors se parler à lui-même pour raconter les éléments de l'histoire, ses réflexions, ses pensées, qui ne vont donc pas forcément être mises avec des bulles de pensée justement, mais avec des bulles de dialogue. Donc on se retrouve avec des personnages en fait qui parlent énormément tout seuls, et même si ça reste un effet de mise en scène et de narration pour que ça soit chouette à lire pour le lecteur, c'est fun, on a une lecture assez fluide comme ça quoi. Ce parti pris évoque quand même pas mal un truc de solitude je trouve, parce que le fait de se parler tout seul, c'est un truc qui est quand même très relié à la solitude, et que je trouve que les BD autobiographiques qui mettent en scène le texte de cette manière-là aident aussi à renforcer cette idée de solitude que peut avoir l'auteur et que ressent l'auteur, en plus du fait que ça permet au lecteur d'avoir une impression de pensée très directe, il renforce l'idée d'intimité, de journal intime qu'on peut avoir en lisant ces BD quoi. Et du coup Joe Matt dans ses névroses, une de ses grosses préoccupations, comme Robert Crumb, c'est sa sexualité et le fait qu'il soit pas un mâle alpha, on va dire ça comme ça, et que donc dans la période où il a fait ces BD là, donc entre la fin des années 80 et 2006, il a eu très peu de relations amoureuses, et ces quelques relations qu'il a eues qui ont commencé à partir de la fac n'ont pas été particulièrement bonnes pour lui, et du coup au bout d'un moment il va rencontrer cette personne, Trish, je sais pas si c'est son vrai nom dans la vraie vie, mais en tout cas voilà, le personnage de Trish, elle va être très présente pendant toute une période de ses bandes dessinées, tout le temps où il est en couple avec elle, c'est-à-dire genre 4 ans, quelque chose comme ça. Et le truc c'est qu'ils ont tous les deux une vision idéale de ce que doit être un couple, ils se perçoivent comme l'âme sœur de l'un de l'autre, ils s'imaginent qu'ils vont être ensemble pour toute la vie, etc. Sauf qu'en fait ils se disputent extrêmement souvent, leurs engueulades se deviennent de plus en plus terribles, où ils se frappent dessus, Joe Matt la gifle par 2 fois je pense dans le récit. Donc voilà, forcément c'est assez choquant à lire, et Trish le quitte plusieurs fois pendant leur temps de relation, et à chaque fois c'est l'un ou l'autre qui vient pleurnicher pour essayer de récupérer parce que c'était une erreur et machin truc, et donc il recommence à nouveau la boucle de on se réconcilie donc ça va, on baise, tout va bien, et après ça va de nouveau mal. Et un truc aussi avec Joe Matt, c'est qu'en fait il est accro au porno et à la branlette, et que Trish elle est extrêmement dérangée par le fait qu'il se branle et notamment qu'il regarde du porno. Et donc Trish, un de ses combats c'est de faire arrêter le porno à Joe, et donc d'être dans cette vision du couple, d'essayer de changer l'autre, qu'on peut le changer, qu'on peut essayer de l'améliorer. Et Joe lui aussi est dans cette vision là, même s'il l'exprime moins, il est plus hypocrite par rapport à ça. Déjà il a réussi à faire en sorte que Trish arrête la clope quand ils se sont mis en couple parce que lui il déteste ça, et aussi dans sa manière de vouloir contrôler l'autre. Joe lui en fait il exprime ça en étant extrêmement exigeant envers ce que doit être sa compagne et l'idéal qu'il s'en fait. C'est-à-dire il a des goûts, on va dire, du corps vraiment extrêmement précis, et que ce qui est intéressant aussi c'est que Joe Matt c'est quelqu'un qui a grandi dans un cadre chrétien très strict, et que plus tard en tant que jeune adulte ou adolescent, je sais plus, il s'est détaché de la religion, il a décidé de ne plus croire en Dieu, etc. Notamment parce que la religion chrétienne l'avait énormément complexé par rapport au sexe, notamment avec la menace de l'enfer si tu couches avant le mariage, le fait de le dire à des jeunes ados que c'est interdit de se branler, et donc les entraîner dans une culpabilité quand ils sont en découverte de leur sexualité quoi. Et donc le fait qu'il essaie de se détacher de cet héritage, mais qu'il a conscience quand même d'être toujours dans une culpabilité chrétienne, et même moi je peux pas m'empêcher de voir un truc d'autopunition, d'auto-châtiment dans le fait de faire cette bande dessinée et d'exposer aux autres qui il est de manière aussi crue, et qu'on le voit un petit aperçu dans cette BD que ça entache à fond les relations que tu peux avoir avec les gens quoi. Et comme sa copine Trish, pour cet aspect-là précis, était elle-même dans un truc de culpabilité chrétienne, a jugé le fait que Joe se masturbe, quoi. Et que donc il s'est mis en couple avec quelqu'un qui insistait beaucoup sur un héritage chrétien dont lui voulait se détacher. Et quand même avec cette idée de destinée, de âme sœur que Trish et lui auraient dû avoir. Ça montre aussi un truc de morale chrétienne, quoi, encore une fois, de mariage à vie avec une même personne, qui serait forcément le modèle à avoir pour tout le monde. Et donc voilà, leur relation qui n'est pas non plus entièrement sombre, est quand même basée sur pas mal, on va dire, de fondements assez pourris. Et donc voilà, ça pouvait pas bien se passer. Et nous, en tant que lecteurs, on voit directement Joe dessiner les moments de leur dispute, les moments où ils s'engueulent, au moment où ils en arrivent à se menacer mutuellement de mort. Et il nous montre tout ça de manière extrêmement crue, et donc forcément c'est assez troublant de voir ça. En plus dans cette première série de BD qui sont en fait toutes des histoires d'une seule page, qui étaient publiées dans un genre de magazine ou un truc comme ça, et qui après donc sont ici compilées en des petits recueils. Donc ce premier recueil des Peep Show, vu que ça s'appelle comme ça, sa série de BD autobiographiques, il avait une mise en page plus particulière avant, où il dessinait beaucoup de petites cases timbre-poste pour pouvoir raconter son histoire sur une seule page. Et donc sous forme de recueil, plus on lit d'histoires d'affilée, plus on rentre dans son espèce d'univers en noir et blanc, avec toutes des images extrêmement resserrées, pas mal de textes, où il explique son quotidien et ses souvenirs, avec quand même de l'humour, même si c'est toujours sur base de trucs sombres, on rigole quand même à certains moments dans cette bande dessinée, et même globalement elle est quand même assez agréable à lire, malgré la lourdeur de ce qu'il peut raconter parfois. Et donc encore une fois, c'est une mise en page où parfois il va accentuer ça vraiment en mettant énormément de petites vignettes. J'ai quand même fini par me sentir étouffé par cette mise en page, par le fait que sur la globalité de la page, ça grouille
vraiment de dessin et d'information. Au début on peut entrer facilement dans la BD parce que Joe Matt a un dessin extrêmement synthétique, donc il y a comme une certaine légèreté dans son trait, dans sa manière de représenter les visages et tout ça. Mais comme je disais, au bout d'un moment on est submergé par l'information, par la noirceur de ce qu'il peut raconter parfois, et la sensation d'étouffer vient non seulement par la quantité d'informations qu'on a sur une page, mais aussi par le fait que les pages ont un double cadre. Il y a d'abord le gros cadre noir qui est tout autour, et puis le cadre blanc qui entoure les cases, et donc ce double cadre donne encore plus un effet d'étouffement de quelque chose qui est cloisonné, et ce qui fait donc que les pages de Joe Matt mettent vraiment en valeur le propos de l'auteur qui est de représenter ses angoisses, et ce surplus d'informations donne aussi une espèce de reflet de son mental, de quelque chose qui déborde de partout, qui ne laisse jamais de repos dans sa tête quoi. Ou même sur certaines pages, même si ça reste bien sûr de la BD, on a presque des cases textuelles, tellement que le texte des dialogues prend de la place dans la page, et on a à la fois des informations très claires parce qu'on lit parfaitement, le dessin est très lisible, le texte est très lisible, il est bien ordonné, tout ce que vous voulez. Mais malgré ce côté ordonné et très lisible, on a quand même une sensation de bruit qui ressort globalement de la page quoi. Et donc sur ces quelques pages où il y a énormément de petites cases, notamment avec cet exemple vraiment extrême, il y a quand même une certaine folie qui ressort de cette mise en page je trouve. Il y a aussi une sensation pendant la lecture de temps qui s'échappe, qu'on est dans une espèce de déroulé infernal des vignettes qui s'enchaînent toutes les unes après les autres, où contrairement à la plupart des BD, on va enchaîner énormément de petites cases et de petits moments tout au long de la lecture de cette même page. On a d'autant plus conscience du temps qui se déroule et du rythme de lecture, du fait qu'on reste sur le même espace de lecture. Et donc un des gros trucs de Joe Matt, c'est qu'il a ses obsessions qui le poussent à stagner. Et c'est quelqu'un qui va énormément répéter les mêmes erreurs, revivre en boucle les mêmes choses, comme je disais par exemple avec la relation avec Trish, où ils vont sans cesse dans un truc de je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens, dans des disputes qui sont toujours sur les mêmes thèmes, où ça n'avance pas quoi. Et que ça encore une fois dans ce premier recueil, ça va être pas mal représenté aussi par le fait que il va souvent y avoir un lien entre la première et la dernière case, où en fait compte la première et dernière image de la page vont être quasiment des répétitions du dessin ou de la scène, et donc au départ et à la fin de l'anecdote il en fait compte au même point quoi. Et il y a des moments plus rares, on va aussi avoir des cases qui se répondent les unes les autres à travers les strips d'une même page, et donc pas forcément juste la première et la dernière case, où on va voir des comportements qui se répètent à travers le temps. Et donc sur les pages où il y a une répétition entre la première et la dernière case, par exemple s'il est occupé de marcher de gauche vers la droite, sur la première case et sur la dernière case, ça donne aussi une impression qu'il continue son chemin, sa progression en étant toujours le même à la fin de cette anecdote, mais exceptionnellement à un moment où il veut vraiment essayer de régler ses problèmes parce qu'il en peut plus sur son addiction au porno, où il va dire, et c'est pas le seul moment où il va dire ça, qu'il a quand même une conscience du sexisme et du machisme qui participe aussi à son addiction au porno, parce que dans son analyse de la chose, il a beaucoup été rejeté par les filles pendant toute son adolescence, et même dans le présent, qu'en gros il va bien aimer voir des filles se faire dominer, là où d'habitude c'est lui qui se fait dominer. Et donc il a quand même conscience que c'est un problème de réfléchir comme ça, mais dans les recueils plus tardifs, et globalement plus on avance dans les années, plus ça devient sombre pour lui, et ça se ressent aussi d'ailleurs dans sa manière de dessiner après, peut-être aussi parce qu'il a une plus grosse maîtrise de son dessin, mais on peut aussi voir quelque chose dans sa vision du monde quoi. Et donc dans ces recueils plus tardifs, même s'il est toujours de la culpabilité, de la réflexion par rapport à sa propre misogynie et ses comportements destructeurs et même violents, il va comme tenir des discours qui s'inscrivent assez bien dans ce qui est actuellement la théorie incel. Et les incels, c'est pas un truc que je connais hyper bien, donc c'est involontairement célibataire. Tout ce que je connais du sujet, c'était une vidéo de ContraPoint, ce que j'ai regardé il y a quand même déjà un certain temps, mais pour dire vraiment très vite fait ce que c'est, en gros c'est des mecs, principalement sur internet, qui sont dans une détestation totale de la femme, et qui vont trouver des arguments essentialistes pour dire pourquoi ils n'arrivent pas en fait à coucher, et qu'en gros le monde des hommes se divise en deux catégories, ceux qui sont nés et faits pour baiser, et puis les incels, ceux qui sont toujours perdants, on va dire sur le marché de la drague, pour dire ça un peu dans les termes que eux pourraient utiliser, et que la femme est vénale, et que la femme ne cherche que des mecs d'un certain type, avec un certain type de mâchoire, et des trucs comme ça, et donc ils ont toutes des théories qui vont justifier leur haine des femmes, et l'alimenter, et ils vont être aussi dans une autodétestation d'eux-mêmes, parce que ils se considèrent comme des moins que rien, et qui ne pourront jamais connaître une relation amoureuse de leur vie, quoi. Donc voilà, c'est tout un discours extrêmement haineux, dangereux, très sombre et très désespéré, quoi. Et si vous avez lu par exemple Bonne Pun Pun, Pun Pun à certains moments de sa vie s'inscrit clairement de la pensée incel, et aussi le manga Guns, qui est aussi un manga qui joue beaucoup avec un imaginaire adolescent de pornographie et de violence, qui avec des personnages qui eux aussi s'inscrivent assez bien, je trouve, dans la mentalité incel. Et donc voilà, ces mecs-là n'arrivent plus à considérer la femme comme un être humain, et vont uniquement l'objectifier et la détester, et donc voilà, c'est assez affreux. Et il y a au moins des prémices de ça dans certaines paroles que Joe Matt peut avoir quand il est en colère, mais quand il tient ce discours avec Seth et Chester Brown, il se fait rabrouer, il se fait remettre à sa place, et il a une vraie contradiction par rapport à ses propos, quoi. Et donc comme je disais, dans cette planche de BD où il essaie de faire un travail sur lui-même, plutôt que de le voir continuer son chemin à la dernière case, on va le voir au contraire se retourner dans le sens contraire de lecture, occupé de se dire faut que j'arrête de fuir mes problèmes, il faut que je les confronte, et donc là on ne le voit plus fuir la case comme d'habitude, mais au contraire se confronter à ses problèmes en se retournant vers la page qu'il a dessinée
dessinée et vers ce qu'il a exposé comme souci qu'il avait, quoi. Et pour terminer avec cette première partie de son travail où il expérimentait davantage la mise en page, après on va voir qu'en fait il part sur une mise en page en gaufrier hyper classique avec 3 strips ou 4 strips maximum, et pendant tout le long de son récit, après il va utiliser exactement la même structure de mise en page. Ici, comme je dis, il expérimentait, et dans un truc qui renforce à nouveau cette idée de tourner en rond, de boucle, etc. Il va parfois carrément mettre en scène des pages qui se lisent sous forme de tourbillon, quoi. Et donc voilà, c'est une mise en page assez intéressante dans une idée de, encore une fois, de boucle, de cycle, mais aussi de confusion, hein, la spirale, dans ce qu'elle symbolise, dans sa forme et tout ça. Du coup, on va aussi se rendre compte que Joe Matt est quelqu'un qui a du mal à gérer son passé comme son futur, qu'il a une manière de gérer tout ça qui, en fin de compte, le pousse à stagner dans le moment présent. Parce qu'en fait, il va s'empêcher un maximum de dépenser de l'argent parce qu'il croit complètement au système bancaire, en fait, de placer de l'argent pour pouvoir le faire fructuer. Et donc il se dit que plus il place d'argent, donc plus il économise sur le moment présent, plus ça lui permettra dans le futur de ne plus travailler parce qu'il déteste travailler, qu'il a extrêmement du mal à produire de la bande dessinée. Et d'ailleurs, dans une interview récente, il disait qu'il vivait avec 3000 $ par an, quelque chose comme ça. Donc il vit, je suppose, en partie de ses droits d'auteur, mais aussi, il disait, en vendant ses originaux. Actuellement, ça a l'air d'être compliqué pour lui, quoi. Et donc Joe Matt va raconter dans ses vidéos autobiographiques le fait qu'il a du mal à dessiner de la bande dessinée, au fait qu'il procrastine énormément, qu'il n'aime pas travailler, et qu'en plus ce manque de volonté qu'il a à produire de la bande dessinée, c'est aussi accentué par le fait qu'il vit comme un ascète et en plus assez reclus. Donc il a pas beaucoup de dépenses, quoi, il mange vraiment au minimum, les trucs les moins chers. Et à chaque fois qu'on le voit dans des scènes au restaurant, c'est presque un running gag. On voit ses potes manger, mais lui ne commande jamais rien parce que c'est des dépenses inutiles et donc il va juste aller picorer dans les assiettes des autres. Et ça, c'est un des gros traits de caractère qu'il met en avant chez lui, c'est le fait qu'il ait un rat, un pingre, une pince. Mais donc voilà, même en termes de production de BD, c'est un auteur atypique, marginal, quoi, de sa manière de vivre, dans ses expériences de vie qu'il a eues, et du coup, même en tant qu'auteur de BD, le fait de pas le chercher à être dans un truc productiviste, c'est plus une exception que la norme actuellement, quoi, j'ai l'impression. Et ce qui fait donc que Joe Matt, dans ses angoisses, dans ses craintes, dans ses phobies sociales, dans le fait qu'il arrive pas à aborder les gens normalement, et encore moins les femmes, justement parce qu'il les idéalise et les déteste à la fois, ben tout ça fait que Joe Matt a tendance à avoir du mal à se construire une vie pour le futur, et en plus de ça, de ne pas réussir à vraiment profiter du moment présent, quoi, avec ce truc en plus de recul constant qu'on peut avoir quand on fait de la BD autobiographique, même si là ça fait environ 14 ans qu'il ne fait plus de BD du tout, et sa seule carrière c'est uniquement de la BD autobiographique, hein, parce que c'est quelqu'un qui considère qu'il ne sait pas écrire de la pure fiction. Et donc je disais, en plus de ça, il a un rapport au passé extrêmement nostalgique, voire conservateur, un peu réac, qu'il peut aussi avoir avec son pote Seth, l'auteur de BD canadien, où ils vont tous les deux être dans une recherche des objets qu'ils ont possédés dans le passé, dans une espèce de truc de collection, de se dire aussi que les choses étaient mieux avant et des trucs comme ça. Et aussi, comme ce sont des auteurs qui se sont inscrits dans une rupture avec le comics de super-héros qu'ils ont lu pendant leur enfance, et Chester Brown compris, c'est des gens aussi qui ont donc été se nourrir d'autres BD américaines à une époque où c'était plus compliqué, c'était avant internet, donc on n'avait pas accès à autant de bandes dessinées différentes que maintenant, c'est-à-dire dans le marché international de la BD. Et donc voilà ce qui fait que ce trio d'auteurs qui voulait être en rupture par rapport à ce qui se faisait avec les super-héros a été chercher aussi son inspiration dans les vieilles BD américaines et canadiennes, et notamment de ce qui se faisait dans la période de Crazy Cat, quoi. Ce qui fait que Joe Matt et Seth ont beaucoup collectionné les vieux journaux, notamment les pages du dimanche en couleur et tout ça, d'auteurs et de séries d'un autre temps, quoi. Et ça se voit d'ailleurs dans le premier recueil, donc dans ses premières BD, le fait que Joe Matt fasse des petits strips bonus en bas de page qui sont annexes à l'histoire qu'il vient de raconter. C'est un truc que George Herriman faisait avant ses Crazy Cat, et c'est d'ailleurs dans ces petits strips annexes qu'il a inventé le personnage de Crazy Cat. Et que du coup, après cette première période, comme je disais, il fait des bandes dessinées en gaufrier avec des grandes cases qui sont donc quelque chose de beaucoup plus classique. Et Joe Matt a expliqué dans une interview en fait qu'il avait fait ça dans un souci de clarté, et aussi pour que le lecteur oublie en quelque sorte la forme des cases et rentre pleinement dans la lecture de la BD sans devoir appréhender le fait qu'ils sont dans une mise en page excentrique. Mais un des trucs que ça permet aussi d'avoir toutes des cases de même taille, c'est que Joe Matt va pouvoir mélanger de manière très fluide dans ses autobiographies des souvenirs, des moments de fantasme et le présent. Et que parfois il n'y a pas de transition entre ces différents moments et que c'est juste dans le contexte de la case en soi qu'on comprend à quel type de scène on a affaire. Mais je trouve que le fait de mélanger de manière aussi fluide, sans distinction, tous ces moments-là différents ensemble montre bien une espèce d'état d'esprit dans lequel il est, d'être sans cesse occupé de ressasser le passé, d'être sans cesse occupé de fantasmer aussi la réalité, que dès qu'il voit une meuf qui lui plaît physiquement, il devient comme un chien baveux et il est directement dans une projection fantasmée de cette femme, que vu que son expérience sexuelle et même ses relations avec les femmes passent principalement par le porno, il n'arrive plus à les considérer dans la vraie vie au quotidien comme des êtres humains à part entière et les objectifie complètement et n'en fait plus que des potentiels partenaires sexuels, quoi. Et donc la mise en page de cette BD retranscrit bien l'état mental dans lequel il est, quoi, et notamment dans cette idée de nostalgie. Ou parfois même sur des doubles pages, on va avoir des liens qui se font entre différentes cases, de moments où il va ressasser le passé et la manière dont il va percevoir le présent et de comment il va tout relier ensemble et de voir qu'il est bloqué sur des souvenirs et des traumatismes du passé qui le bloquent aussi pour avancer, quoi. Et bien sûr, sur tout ça se rajoute au fait que c'est un auteur qui crée des histoires, qui crée de la narration, qui crée une forme de fiction à partir de sa réalité et à partir de son vécu, et que donc au bout d'un moment peut-être que
à force de se caricaturer, à force de vouloir rendre narratif et intéressant pour un lecteur son propre vécu, on est soi-même dans une sorte de fictionnalisation de sa propre réalité, et peut-être que ça pousse aussi à fantasmer son propre quotidien, et à le rendre plus symbolique, plus narratif qu'il ne l'est réellement, et de peut-être par là même trop s'enfermer dans des schémas de narration et d'histoire dans sa propre vie. Et dans cette mise en page en gaufrier, quand on a des vis-à-vis par exemple, des doubles pages, dans lesquelles on va avoir juste Joe Matt sur chaque case, dans des positions un peu différentes et avec des plans plus ou moins éloignés à chaque fois, mais qu'entre toutes ces cases d'une même double page, il va y avoir des répétitions dans les attitudes de Joe Matt, dans les différents plans qu'il va utiliser pour se mettre en scène, avec aussi le fait que sur la page, on le voit aller de gauche à droite constamment. On a vraiment une impression d'enfermement et de hamster qui tourne en rond dans sa cage, quoi. Et un dernier truc aussi par rapport à la mise en page en gaufrier, c'est que le fait d'avoir toutes des cases de même taille, ça permet aussi de montrer une espèce de routine et de temps qui s'écoule. Et à un moment, Joe Matt va nous montrer soudainement une page qui va montrer une journée qui s'écoule en capturant à chaque fois un moment bien précis. Et que pour ce faire, il n'a pas besoin de montrer de transition, de montrer de code graphique ou quoi que ce soit pour bien montrer qu'on rentre dans un type de narration différente. Parce que justement, le gaufrier a quelque chose d'effectivement un peu effacé, comme il le disait en interview, mais aussi extrêmement permissif dans le type de narration qu'on peut mettre dedans grâce à son côté répétitif. Et ce qui est intéressant, c'est que son pote Seth, qu'il met en scène donc, a une espèce de vision assez claire de qui il est, même si j'aime bien encore rappeler quand même le fait que le format BD, le dessin et tout ça, les scènes qu'il choisit de raconter va accentuer et mettre en exergue tout ça, et qu'on reste comme de la subjectivité de quelqu'un qui cherche à faire un récit divertissant. D'ailleurs, Joe explique quand même parfois qu'il a travesti la réalité pour rendre le récit plus intéressant, etc. Donc on peut pas non plus le croire à 100% dans ce qu'il raconte, même si ce qui est important de garder en tête, c'est plus, à mon avis, l'intention des choses qu'il raconte aussi. Qu'est-ce qu'il veut dire de lui-même et de quelle manière il se perçoit, plutôt que les faits en soi qui eux peuvent être mis en question parce qu'on peut pas non plus savoir à quel point il est fiable, quoi. Donc comme je disais, Seth a une espèce de recul par rapport à Joe Matt. Seth va à chaque fois faire une métaphore de montagne russe pour se foutre de sa gueule, pour dire que Joe arrête pas sans cesse de changer d'avis et d'être un ascenseur émotionnel. C'est-à-dire il va d'abord rigoler et puis juste après il va commencer à pleurer et puis angoisser et puis à nouveau rigoler, des choses comme ça. Et cette espèce d'aspect lunatique que Joe a, c'est assez bien représenté, je trouve, justement dans la bande dessinée, avec le fait que d'une case à l'autre on va voir Joe occupé de rigoler puis de se morfondre, vu que la BD coupe vraiment de moment à moment de manière assez radicale dans sa narration. Et donc la transition entre deux moments n'est pas obligée d'être très fluide dans une bande dessinée pour que ça fonctionne en tant que narration. Et ces changements soudains de montagne russe se font donc non seulement par le visage et les attitudes de Joe, mais aussi par la mise en scène du texte, le fond, le décor qui peut lui aussi changer d'une case à l'autre, passer de noir à blanc et des choses comme ça. Et que la BD fonctionne assez bien, je trouve, dans sa mise en scène pour montrer quelqu'un qui est instable. Et donc dans le dernier recueil d'histoires qu'il a fait, donc qui s'appelle Épuisé, là il est dans la période la plus sombre de sa vie, j'ai l'impression. Il a début trentaine, je pense, dans ce bouquin-là. Et donc il est vraiment seul, il est plus accro au porno que jamais. Il dit qu'il se brûle 10 fois par jour. Et donc en fait c'était encore au moment des cassettes et des magnétoscopes. Il vit toujours à Toronto et il loue des cassettes à un mec qui a une énorme collection de cassettes pornographiques, et donc Joe Matt lui loue des sacs de cassettes, et puis sur son magnétoscope dans sa chambre il va mater toutes ces cassettes en faisant un travail de montage sur des cassettes enregistrées. Donc ça demande un boulot monstrueux, quoi, pour pouvoir uniquement garder les scènes de cul qui lui plaisent, et notamment en enlevant tous les moments où on voit les visages des acteurs hommes, et ce qui fait que donc qu'il a une espèce de nectar, ou je sais pas comment il appelle ça, enfin de best-of des cassettes pornographiques qui lui plaisent, et donc il a des centaines d'heures de compilation porno qu'il crée lui-même, quoi, et donc il passe énormément de temps, il est énormément obsédé par ça. Et dans le bouquin d'avant, il essayait encore d'avoir des relations après sa rupture avec Trish, et même si ça fonctionnait pas forcément, même si parfois c'était fait de manière malsaine, il essayait quand même encore d'autres relations avec des meufs et tout ça. Et donc là, dans une interview récente, il dit qu'il habite à Los Angeles ou je sais pas quoi, et il dit qu'il essaie encore de se mettre en relation, etc., même si il galère et que ça fonctionne pas. Et encore une fois, il a en partie conscience dans ses BD de la misogynie qu'il habite, mais en même temps il a des discours assez lisants, quoi. Et ici dans ce bouquin Épuisé, il est vraiment dans un abandon total, où sa seule obsession c'est de monter pendant des heures ses cassettes porno, où il va se dépeindre occupé de jeter sa serviette à foutre, en se disant ah bah voilà, j'ai fait quand même une bonne chose de la journée, j'ai changé la serviette sur laquelle je viens, quoi. Et avec de nouveau toute une relation au passé assez malsaine, où on le voit occupé d'hésiter de se servir d'un vieux t-shirt que lui a offert sa copine Trish à l'époque, qu'elle avait fait sérigraphier, qui était un dessin de Robert Crump. Donc voilà, c'était vraiment un joli cadeau, et donc il est occupé de regarder ce t-shirt qui est devenu un peu miteux, et se demande tiens, est-ce que je vais m'en servir comme serviette à branlette, quoi. Et aussi comme il doit utiliser les toilettes communes là où il habite, ben pour que ça soit plus simple pour lui, comme il vit reclus, qu'il a plus rien à foutre, il a un bocal à pisse, mais comme à un moment ce bocal à pisse est rempli, en fait on le voit occupé d'hésiter à pisser de la tasse dans laquelle il boit, en se disant bah non, après je pourrais la nettoyer avec de l'eau de javel, donc ça passera, avant qu'il ne se ressaisisse lui-même et se demande à quel point bah il a sombré, quoi. Il y a un dernier truc assez chaud dans ce que Joe Matt raconte de lui-même, c'est que donc il a des goûts, on va dire ça comme ça, extrêmement arrêtés et définis
de ce qui est une femme valable pour lui, c'est-à-dire une femme avec qui il voudrait se mettre en couple, parce que dès qu'il y a un truc qui va pas dans ses critères très arrêtés, dans sa description, dans sa liste de courses, en fait il a vraiment du mal à s'imaginer de pouvoir être en couple et tomber amoureux d'une femme qui est rousse par exemple, ou qui a des trop grosses fesses, etc. Parce que lui il va principalement chercher quelqu'un qui a des cheveux noirs, métis, il a aussi un gros fantasme sur les orientales, et il va beaucoup chercher une femme qui est très très maigre, qui a peu de forme, qui a peu de hanches, de fesses et tout ça. Et il va en gros mettre en scène 3 fois, je pense, dans ses BD, dont une BD qui n'a pas été publiée dans un recueil. Le fait que ce type de corps qu'il recherche est proche d'un corps prépubère ou adolescent ou jeune adolescente. Et donc par exemple, à des moments, il va voir une silhouette de loin en disant « Oh putain, c'est une meuf, elle est super bonne, machin truc ». Et après se rendre compte ou se faire rabrouer par ses potes en disant mais non mais en fait tu vois la meuf elle a l'air d'avoir genre 15 ans quoi. Voire moins dans un autre exemple qu'il cite où là il va carrément confondre la silhouette d'un gamin avec son idéal de beauté. Et donc ces différentes fois où ça va arriver, Jomat va être dans un truc où il va chercher à se rassurer sur le fait qu'il n'est pas dans des envies pédophiles parce qu'il se trompait sur ce qu'il est occupé de juger quoi. Et donc voilà Jomat dit à son lecteur que dans ses envies sexuelles il y a quand même une certaine porosité avec le fait de fantasmer des corps très jeunes, et que dans sa manière de l'expliquer, il montre bien le problème que ça implique et dans lequel il est, parce qu'il va clairement appuyer sur le fait qu'il est hypocrite dans sa manière d'essayer de rationaliser ses envies sexuelles, et que voilà c'est chaud quoi de raconter un truc pareil en bande dessinée, et que ça fait écho à d'autres fois dans la BD où les gens lui disent si tu continues de plonger dans ce genre de pensée, tu vas devenir un agresseur en puissance, tu vas sombrer dans des trucs vraiment sombres quoi, même sans parler de la pédophilie, plus largement le fait qu'il soit quelqu'un qui brasse beaucoup sa colère, et que donc Jomat est quelqu'un qui est en lutte avec sa noirceur, et que forcément c'est assez perturbant de lire ça, cette honnêteté qui nous est montrée à nous autre que lecteurs quoi, même si moi c'est ce que je recherche aussi dans ce genre de récit, c'est ce genre de pensée interdite encore une fois. Et voilà dans cette BD qu'on peut quand même voir comme une forme d'autocritique de la part de Jomat, où il va mettre en exergue en fait tous ces paradoxes. Il va montrer qu'il a à la fois envie de changer, notamment en montrant ses comportements de manière très crue, en s'exposant littéralement dans toute sa laideur, et en même temps dans les dialogues de la BD, il va tenir un discours comme quoi il est très bien comme il n'a pas envie de changer, et il va sans cesse vaciller entre une envie de changer et une envie de rester sur ses acquis, et que dans le même temps, en plus du regard qu'il donne sur lui-même au lecteur, qui est extrêmement négatif, par exemple même parfois c'est gratuit quoi, parfois il va juste se représenter assis sur les toilettes, donc dans un moment, je sais pas, de vulnérabilité, je sais pas trop comment dire, mais sans aucune raison que ça ne sert un scénario ou une narration à un moment donné, juste pour se montrer dans un moment qu'il ne le met pas en valeur, quoi. Et en plus de ça, il va beaucoup écrire des dialogues qu'il a avec ses amis, dont cette qui est extrêmement critique envers lui, et donc il l'explicite et il montre toutes les critiques qui sont faites à son égard par rapport à qui il est, il montre aussi de quelle manière tous ces mécanismes de pensée, toutes ces manières d'agir, de quelle manière ça le rend malheureux en fait, mais aussi et notamment dans son bouquin Les Kids qui parle de certains moments de sa jeunesse, il montre aussi toutes les difficultés et les inadaptations sociales qui sont presque innées chez lui, et il montre toute sa difficulté d'être en décalage par rapport à la société, ce qui fait que de la manière dont il présente les choses, plus on avance dans la chronologie de ses BD, plus il a l'air d'aller mal, et que au mieux il fait du surplace quoi. En même temps s'il doit changer, il n'a pas envie que ça soit à cause d'une morale chrétienne, qui lui a fait beaucoup de mal dans son éducation, donc voilà c'est vraiment quelqu'un qui est enfermé dans un sac de nœuds pas possible quoi. Mais qui de par ses comportements fait du mal aussi, notamment aux femmes qu'il rencontre, parce qu'encore une fois il n'arrive pas à les traiter comme des êtres humains. Et de voir donc à quel point il peut être calculateur, manipulateur, assez pervers quoi dans ses relations. Le fait de nous montrer ses comportements et ses pensées interdites, c'est à la fois l'exposer à la critique du lecteur et à lui-même du fait qu'il doit vraiment formaliser et exposer tous des comportements qu'il sait qui sont plus qu'inapproprié quoi. Et qu'on se demande parfois pourquoi il fait ces BD là. Est-ce qu'il fait ça pour se punir? Est-ce qu'il fait ça sous forme de thérapie aussi parce qu'il a pas l'argent pour se payer un psy, ou parce que c'est la meilleure manière pour lui, en s'exprimant par la BD, de pouvoir faire un travail sur soi, vu qu'il a quand même un discours extrêmement critique sur lui-même quoi. Et encore une fois il montre des trucs vachement sombres quoi, donc et que donc est-ce qu'il arrive à avoir du recul uniquement en faisant ses bandes dessinées, mais que sur le moment il arrive jamais à contrôler ses émotions, et donc il s'énerve, il est hypocrite. Mais en lisant tout ça, c'est vrai qu'on peut se demander quel bilan on peut faire de sa lecture, parce que ça reste une expérience assez perturbante de lire les bouquins de Jomat. Et que si on en reste purement à des critères de narration et de BD, ce sont des excellentes bandes dessinées. J'adore le dessin, je trouve la narration est géniale, ça se lit super bien, notamment avec la curiosité peut-être un peu morbide, de vouloir en savoir toujours plus sur son intimité. Mais voilà, c'est un excellent auteur de BD, il maîtrise super bien son médium, mais que j'ai aussi bien conscience que le fait que ce soit une bande dessinée me donne une espèce
de recul confortable pour pouvoir approcher ce genre de récit. Parce que si ça avait été quelque chose en mode striptease, donc de filmer en mode naturaliste, etc., ou même si la BD avait été dessinée avec un dessin réaliste et donc de manière beaucoup plus crue, il n'y aurait pas eu ce filtre qui m'aurait aussi permis d'aborder ce récit avec une forme de recul que permet le format BD et le dessin un peu cartoon, et que la forme de l'expression de cette angoisse, que ce soit par le dessin, par le texte et la mise en scène de tout ça dans des cases, est aussi un format qui moi me plaît particulièrement et qui est donc pour moi un bon angle d'approche pour pouvoir aborder les récits autobiographiques aussi névrosés. Il ne faut pas oublier que lire une BD c'est aussi un côté ludique, c'est aussi une activité, si on le fait, que ça nous plaît quoi. Du coup voilà, je reparlerai à l'avenir d'autres auteurs underground que j'aime bien. J'aimerais beaucoup parler de Simon Selman cette année a priori, et de Chester Brown aussi qui est un auteur hyper intéressant, et que si vous n'êtes pas du tout habitué à lire ce genre de BD, voilà, comme ça vous savez que ça existe aussi, la bande dessinée, ça peut être ça aussi quoi. Voilà, je vous remercie pour votre temps de cerveau et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. It seems to me that Joe hung on to the pamphlet format and serialization the longest. Only to complete my book Spent. I had one chapter, and even then I wrapped it up quickly in 2007. I just wanted to get that stupid book out, but I had lost enthusiasm before. That was the year 2003. I moved to Los Angeles. I was already discouraged and not even thinking about comics. But like 03, 04, 05, I was just trying to find love and a relationship and be happy apart from comics in Los Angeles with a girlfriend. And it was all a disaster. And a series of girlfriends, lots of pain. And there you have the story of why he doesn't use a comic book pamphlet anymore.